Bonjour Agnieszka, merci de pouvoir nous rencontrer. D'où vous est venue l'idée de faire ce film Green Border? Bonjour. L'idée m'est venue de la réalité. À l'été 2021, au Lukashenko, le dictateur biélorusse, je pense avec l'inspiration de Poutine, a décidé d'ouvrir le nouveau couloir de migration à partir du Proche-Orient et d'Afrique, en passant par Biélorussie, après organisant le transfert des migrants et des réfugiés vers la frontière polonaise, aussi lituanienne et latvienne. Au début, c'était pratiquement inconnu, ça veut dire les autorités polonaises ont pris certain temps avant de réaliser ce qui se passe. Et cette frontière-là, pratiquement toute la frontière se trouve dans la forêt très vaste. Et assez dangereux aussi, hein, parce qu'il y a des bayous, il y a des rivières, il y a des animaux sauvages, il y a le froid aussi. Les migrants ont pensé ont reçu le message sur Internet, etc., que c'est le passage le plus facile et le plus sûr, surtout si on comprend avec la Méditerranée ou avec le passage Balkan. Et voilà, et comme ça se sont présentés pas seulement des hommes, des jeunes hommes, la majorité des migrants, ce sont quand même les hommes relativement jeunes, mais aussi les vieillards, beaucoup de femmes enceintes, des malades et des enfants. Et les autorités polonaises ont décidé de prendre l'avantage politique de cette situation, d'enfermer la zone, de créer certaines narrations très déhumanisant, en disant que ce ne sont pas les migrants, que ce sont les armes de Poutine, que ce sont les pédophiles, zoophiles, violeurs et terroristes. Et ils ont interdit l'accès à cette zone où il y avait un état d'exception qui était illégal selon les lois polonaises, et aussi de la presse, des médias, de tous médias. Et comme ça, les choses qui se sont passées, ils étaient filtrés par la censure. Et on savait relativement peu de quoi, qu'est-ce qui se passe vraiment. Et j'ai décidé qu'il faut faire une investigation, qu'il faut chercher toutes les sources possibles. C'était surtout les activistes, mais aussi les gens qui ont habité le coin, et aussi les réfugiés auxquels on pouvait parler. Et à la fin, les gardes-frontières, ceux rares, qui ont eu envie de témoigner. Et j'ai décidé que je sais faire les films de fiction, c'est ça ma force, mon médium, et que à cette interdiction de l'image, de voix des gens qui ont vécu tout ça, je vais faire une opposition en recréant la réalité, de leur redonner les voix et les visages. Aussi qui était complètement déhumanisé par la propagande d'un côté biélorusse et de l'autre côté polonaise. J'ai compris aussi que le gouvernement polonais a décidé de créer certains laboratoires de mensonges et de violences, et que cette violence était légalisée par les lois qui étaient votées. Je me suis dit que c'est le commencement de quelque chose qui est extrêmement dangereux. Parce que les gens meurent depuis longtemps, surtout depuis 2014, 2015, dans la Méditerranée, ils meurent sur plusieurs frontières. Et Frontex et l'Union européenne est assez hypocrite dessus. Ils brisent les lois qui sont les lois européennes, aussi les droits des hommes, des tribunaux des droits des hommes. Mais ils le font en cachet, ils le font de façon très discrète. Et ici, c'était légalisé. Je pense que la légalisation de la violence, c'est quelque chose qui peut nous mener très loin. Que l'Europe que changeait pas seulement en forteresse, mais aussi dans un continent où la vie humaine n'est pas respectée. Pendant tout le film, du début jusqu'à la fin, on a un filtre noir et blanc. Je voulais savoir pourquoi
vous avez choisi d'opter pour ce procédé? Ben, je pensais qu'esthétiquement, ce sera plus fort et que ça va un tout petit peu qu'il y avait certaine brutalité des images, presque documentaires, mais aussi il y aura certaines métaphores, hein, que dans certains moments, dans cette forêt sans fin, vous pouvez penser que vous êtes aussi transporté dans le temps. Les images de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, des chasses aux Juifs qui s'est passé dans ces forêts-là, les images de chasses aux immigrés aujourd'hui étaient presque pareilles. J'ai vu qu'il y a certaines, bon, je ne sais pas, que ça se métaphorise. Il y a 30 ans, vous avez réalisé Europa Europa. Je voulais savoir si votre vision du coup de l'Europe avait changé depuis 1992. Il y avait beaucoup plus d'espoir à 1989 quand j'ai réalisé Europa Europa. C'était le moment quand le mur de Berlin a chuté, quand l'Europe s'est réunie d'une certaine façon avec l'espoir démocratique de tolérance, de liberté, fraternité, solidarité, etc. Mais je sentais que cette œuf de serpent qui a mouru dans les années 30 du XXe siècle, et après s'est présenté dans les années 40 dans la façon la plus brutale, avec les crimes contre l'humanité qu'on n'a pas connus avant, que cet œuf de serpent peut être toujours présent, qu'il n'était pas anéanti, qu'on a créé certains vaccins contre ce danger, mais ce vaccin a perdu son validité. À l'époque, ils m'ont demandé pourquoi ce titre double. Je dis que pour moi, l'Europe, c'est d'un côté exactement le continent d'espoir, de la liberté, des droits d'homme, de la démocratie, mais de l'autre côté aussi, c'est l'endroit où les pires crimes contre l'humanité étaient nés. Et cette dualité est toujours latente, qu'elle est présente, elle peut se manifester à n'importe quel moment. Je crains que là, les dernières années qu'on vit, c'est le moment où ça se manifeste. Quel est votre avis sur le cinéma? Est-ce qu'il est puissant? À quoi sert le cinéma de nos jours? Écoutez, moi je pense que le cinéma, ça peut être art, ça peut être aussi divertissement. Hein, et le meilleur, si c'est art et divertissement en même temps, c'est aussi le moyen de réunir les gens autour des émotions, des rêves. Il y a plusieurs fonctions. Je ne veux pas dire que le cinéma, ça doit être politique seulement ou toucher le sujet social. Mais je pense qu'elle ne peut pas éviter ce sujet-là, surtout quand ça vraiment touche le cœur de notre vie. Quand détourner la tête des questions politiques, les plus controversées ou les plus douloureuses, ce sera une lâcheté qui va se traduire aussi après dans la lâcheté artistique. Je pense qu'il faut courage dans le cinéma et qu'il faut sortir de sa zone de confort. Je pense que le cinéma européen s'installait trop dans les zones de confort et c'est plus facile de faire les films qui ne sont pas controversés parce que d'abord ils ne sont pas persécutés, comme par exemple notre film était très attaqué par le gouvernement de droite en Pologne. Le gouvernement, peut-être un tout petit peu grâce à notre film aussi, a perdu le pouvoir un mois plus tard, après notre première. Mais aussi, il était très difficile à financer. Et les gens qui ont participé ont eu les menaces, moi compris, les menaces de mort, etc. Ça veut dire, ça demandait certain courage. Je voudrais voir plus de ce courage autour de moi. Je voudrais que le cinéma, exactement, peut toucher dans les façons très fortes le cœur et les consciences des gens. Et je le vois rarement. Et voilà, ça veut dire, je pense que le cinéma a plusieurs raisons d'être, mais elle ne sera pas vraiment puissant si elle coupe cette branche de la lutte politique. Et comment avez-vous choisi vos acteurs pour ce film?
Les acteurs polonais, je les connaissais. L'actrice qui joue Julia, le personnage de la psychologue, c'est une actrice très connue en Pologne, mais elle est aussi une activiste, ça veut dire elle est allée personnellement dans ces forêts, elle a travaillé avec les groupes des activistes, après elle était espèce de porte-parole des activistes ou de toute la cause migratoire dans les médias, parce que quand elle est populaire, elle était assez acoustique. Mais ce n'était pas la raison principale pourquoi je lui demandais de faire la partie de ce film, mais c'était important aussi. Parce qu'elle elle a apporté avec elle quelque chose en plus. Et aussi, elle nous a consultés sur plusieurs choses, parce que quand elle était dans les forêts, elle a travaillé avec eux et elle savait très bien comment le jouer. Les acteurs qui jouent la famille syrienne, une femme afghane, le jeune adolescent noir, ils étaient trouvés pendant le casting en Belgique, en France. Nos coproducteurs, parce qu'on avait la coproduction française et belge, ils nous ont aidé de contacter les castings qui nous ont présenté plusieurs acteurs. Ils sont les Syriens, les pères et les grands-pères, ce sont les acteurs syriens, professionnels, très talentueux d'ailleurs, très célèbres en Syrie dans certains moments, qui ont fui la Syrie parce qu'ils étaient en danger de la mort et de persécution. Jalal Atlavid d'ailleurs, qui joue Bachir, le père, il était arrêté par le régime d'Assad, il était torturé. Après, il a fui, mais après sa fuite, il était condamné à mort. Et il ne peut pas revenir en Syrie pour l'instant. Il y a quelques jours, sa mère était morte avant qu'il pouvait dire au revoir. Il ne l'a pas vue depuis 12 ans ou 13 ans. Et cette expérience des réfugiés, ils sont presque tous les réfugiés, aussi les enfants, ça leur donnait la motivation supplémentaire d'être partie de ce film. Et ils nous ont beaucoup apporté au niveau de son expérience, au niveau aussi des connaissances de la culture arabe, syrienne, etc. D'accord. Et vous avez évoqué le fait que le courage doit être courageux de nos jours. Est-ce que Green Border aide à se remémorer notre humanité? Je pense que oui. Je pense que c'est une image qui d'un côté est assez désespérée, mais de l'autre côté nous incite à certain espoir et à certaines... Je ne sais pas, pour beaucoup de gens, les gens réagissent avec beaucoup d'émotions pendant la projection et après la projection. Mais je pense que quand même, à la fin, ils ressentent une espèce de catharsis, de quelque chose. Je pense que ça ne vous appâte pas, ça vous pose la question où nous sommes, qui nous sommes et qu'est-ce qu'il faut faire. Vos parents étaient journalistes. Est-ce que leur travail a influé sur votre travail à vous? Est-ce que leur carrière a une importance pour vous? Mes parents m'ont beaucoup soutenu. Mon père était mort derrière quand j'avais 13 ans. Et ils étaient les journalistes, mais ils étaient aussi les communistes. À l'époque où le communisme était aussi lié avec le stalinisme, ça veut dire avec un régime totalitaire. Et après, quand ils ont compris qu'ils étaient aveuglés par cet espoir sur l'avenir radiant, ils étaient très déprimés, ça veut dire que c'était pour eux une grande désillusion. Mais ce qui était essentiel dans leur motivation, c'était des autres, de se battre pour la justice. Et ça m'a influencé, c'est sûr, hein, que ça m'a donné leur espoir que je peux faire ce que je veux, m'a donné la force. Et le message de leur vie, qu'il faut se battre contre les oppressions, m'a donné aussi certaines maps. Et Green Border a gagné l'année dernière un grand prix à la Mostra de Venise. Je voulais savoir ce que cela ça vous faisait, tout simplement. Vous savez, quand vous montrez le film, le grand festival de cinéma, les festivals internationaux, les plus grands comme Cannes, Venise, Berlin,
Toronto, il sert à aider le film. Il sert à donner au film la visibilité, de réveiller la curiosité autour d'un titre et après d'aider dans la distribution mondiale. Et ça s'est passé à Venise. Ça veut dire que notre film a eu un très bon push à Venise. Et depuis, je voyage dans tous les pays. On a montré au Festival de Toronto, New York, Chicago, je ne sais pas, des dizaines de festivals. D'ailleurs, dans beaucoup de festivals, on a eu le prix de la public, ce qui est le prix pour les films comme ça, surtout, les plus attendus et les plus importants. Ça m'a donné beaucoup d'espoir que le film vraiment parle aux gens. Et quand on les sortait en Pologne, on avait contre nous tout le gouvernement d'époque. On était très attaqués, on était menacés. Mais ça n'a pas découragé les gens, le contraire, pour aller le voir au cinéma. On avait presque 8100 de spectateurs. Pour les films comme ça, c'est énorme. Dans les pays comme Pologne, après Covid, c'est aussi un très grand succès dans le box-office. Et c'est ça, et le festival nous a aidés, bien sûr. Le succès dans le festival a incité le gouvernement polonais de nous attaquer, mais de l'autre côté, il a incité le public d'aller aux salles. Votre prochain film sera un biopic sur Franz Kafka. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, par hasard? Écoutez, on est au moment où on n'aime pas de parler de ça parce qu'on essaye de faire quelque chose qui ne sera pas conventionnel. Franz Kafka, pour moi, c'est l'écrivain le plus grand depuis ma jeunesse, qui me suit depuis, ou moi je le suis un peu, il me suit aussi. Il y aura une approche assez personnelle. En même temps, on va entrer aussi les niveaux contemporains quand on voit qu'en Kafka, surtout à Prague, a changé dans une espèce de gadget touristique, et à quel point on peut enterrer l'écrivain si grand et si fragile en même temps, et l'être humain si grand et si fragile, par espèce d'analyse, machin, de gadgets, de monuments, etc. Ce sera un peu... On a créé dans le scénario des puzzles, on essaiera de les mettre ensemble, que ça donnera une image, mais on ne sait pas exactement quelle image ce sera. Merci beaucoup, Agnieszka. Merci. Beaucoup. Merci beaucoup.